Donc on a Erwan Le Boucher avec nous qui monte sur le plateau. Bonjour Erwan. Bonjour, enchanté. Voilà. Et on aura ensuite Daniel Fatt d'Air Liquide qui va nous faire un topo relativement conséquent sur ce qu'il connaît très bien, c'est-à-dire le marché du CO2, parce que c'est un business. Ce sera avant un business plan où il va nous mettre en garde sur certaines peut-être illusions qu'on peut avoir par rapport à ça ou des erreurs à ne pas faire. Ok, Erwan, je vous laisse faire. Ben, c'est parti. Avec la zapette. Voilà, c'est parti. Je vous remercie. Hop. La blanche, pardon. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Erwan Le Boucher. Je représente aujourd'hui la société Strona Ingénierie, donc société bureau d'études spécialisée dans la valorisation énergétique des déchets organiques. Bureau d'études qui a été créé, comme l'a dit Audrey tout à l'heure, en 2007, qui représente une quinzaine d'ingénieurs qui sont basés sur 2 agences, à Nantes et à Lyon. Société qui, depuis 2018, est filiale du groupe Keran via sa filiale SCE et qui permet notamment de pouvoir suivre les projets de par leur phase d'opportunité jusqu'à la phase maîtrise d'œuvre. Différents domaines d'expertise, la méthanisation, la gazification et pyrolyse, les carburants alternatifs et également de façon un peu plus transverse, stratégie, des études plus stratégiques et de performance, ce qui nous a notamment permis d'acquérir une expertise sur le CO2. Je vous ai notamment cité quelques références sur lesquelles on a notamment travaillé. Voilà. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de faire quelques généralités sur les types d'utilisation du CO2. Alors le CO2, il peut être utilisé de façon directe, c'est-à-dire qu'on va vraiment l'utiliser pour ses propriétés physico-chimiques sans le transformer. Donc on va le retrouver dans différents procédés d'extraction, de stérilisation. On va l'utiliser comme solvant. Il va être notamment utilisé aussi comme réfrigérant dans différents procédés, notamment agroalimentaires. Dans l'agroalimentaire, on a aussi tout ce qui concerne la carbonatation des différentes boissons, soda, bière, etc. Et également dans le traitement de l'eau, pour corriger ce qu'on appelle la dureté de l'eau. Voilà. Alors on peut également retrouver le CO2 en termes d'utilisation par voie chimique, c'est-à-dire que le CO2 en fait, va être un intermédiaire réactionnel avec un autre réactif pour pouvoir produire et générer des différents produits à plus haute valeur ajoutée. On peut citer notamment l'acide formique, l'urée, le méthane de synthèse, le méthanol et plein d'autres coproduits. Alors les différentes réactions qui sont mises en jeu, on a la minéralisation, carboxylation, hydrogénation, réformage, etc. Voilà, donc ensuite la dernière voie, la voie biologique, qui elle a pour objectif de produire de la biomasse à partir de ce CO2 via la photosynthèse. Voilà, donc on va réussir à produire différents produits à haute valeur ajoutée, comme par exemple des protéines qui vont être produites par des organismes pluricellulaires ou unicellulaires. Et donc là, on va chercher à les valoriser en alimentation humaine ou animale, par exemple. On va utiliser ce CO2 également via cette voie biologique pour la culture de microalgues, de macroalgues ou l'enrichissement de serres maraîchères. Voilà. Alors, bien sûr, toutes ces utilisations et ces voies sont, les exemples que je cite sont non exhaustifs. Il y a énormément d'autres applications. Par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'elles ne requièrent pas toutes le même degré de pureté en termes de CO2 et n'impliquent pas non plus les mêmes quantités. Et de ce fait, ça me permet d'introduire la slide suivante, n'occupe pas les mêmes marchés. Alors, aujourd'hui, le marché français du CO2, c'est à peu près, 2019-2020, c'est à peu près 80 millions d'euros par an. Voilà, pour un prix unitaire du CO2 à la tonne qui oscille entre 50 € et 200 € à la tonne, avec de fortes fluctuations, notamment sur les périodes estivales, qui sont liées, par exemple, au marché de la carbonatation des boissons gazeuses. Enfin, ça peut être pour plein de raisons. Voilà. Donc si on regarde l'équilibre, la balance entre la production française et sa consommation, on se situe à peu près à 1100 kilotonnes de CO2 produites et consommées chaque année. Alors aujourd'hui, la production, principalement, alors elle est liée de nature, une nature fossile et une nature
plutôt qu'on qualifierait de biogéniques. Donc pour le fossile, en grande majorité, ce sont les unités de production d'engrais ammoniacal qui en fait vont produire du CO2. Le CO2 en fait est un coproduit de la réaction des différents engrais ammoniacal que l'on va produire par vaporéformage notamment du gaz naturel. Et on va également obtenir énormément de CO2 via les procédés d'épuration du gaz naturel, puisque de la même manière que pour le biogaz, quand on extrait du gaz naturel fossile, on ne se retrouve pas qu'avec du méthane. Il y a notamment du CO2 qu'il faut extraire et qu'on va réutiliser. Voilà. Et puis, pour les sources biogéniques, on cite notamment la production de bioéthanol, voilà, via des procédés de fermentation alcoolique, et qui va produire une énorme quantité de CO2. On a notamment des foyers de production dans l'est de la France qui sont assez conséquents. Donc voilà pour la production. Tout l'enjeu et le débat d'aujourd'hui, c'est de voir comment la méthanisation peut se placer sur ce marché-là. Alors pour la consommation en CO2, j'ai déjà évoqué pas mal d'utilisation dans ma slide précédente, mais là ce qui est intéressant de voir, c'est que près de 70% des usages de CO2 aujourd'hui sont à destination de l'industrie agroalimentaire, pour tout ce qui est notamment dans le top 3, la congélation, surgélation des différents aliments, la conservation des aliments par inertage, la carbonatation des boissons, etc. Et puis après, dans les 30% qui restent, on a tous les procédés transverses qui sont liés à la chimie, aux matériaux, à l'agriculture, par l'enrichissement, on le verra juste après, des serres en CO2. Et voilà, après plein de petites activités annexes qui consomment une part plutôt minime du CO2. Voilà pour les principaux usages. Ce qui est intéressant également, c'est de voir à moyen et long terme quels seront ou quels pourraient être les nouveaux usages à fort ou à très fort potentiel de ce CO2. Et là, on peut identifier deux catégories, donc ce qu'on va appeler les CUC, la capture et l'utilisation du carbone, les technologies de CUC ou les technologies de CSC pour capture et séquestration du carbone. Alors parmi les utilisations qui ont un gros potentiel à moyen et long terme, on a notamment dans les matériaux tout ce qui va être lié au durcissement du béton, parce que le béton a un impact carbone quand même qui est très important. Aujourd'hui, il y a plein de recherche et développement et de prototypes sur des bétons nouvelle génération qui réutiliseraient du CO2 de leur process ou qui utiliseraient du bio-CO2 par exemple pour le séquestrer. Donc tout ce qui concerne l'énergie, on le verra après avec le méthane de synthèse via la méthanation. Dans la chimie, dont j'ai déjà évoqué tout à l'heure, mais on va chercher de plus en plus à produire des molécules complexes à partir de ce CO2 ou de ce bio-CO2, voilà, par différents procédés. Sachant qu'aujourd'hui, tous ces dérivés chimiques sont produits via l'industrie du pétrole. Voilà, donc d'où l'intérêt de pouvoir utiliser ces briques élémentaires que la méthanisation peut fournir, entre autres, dans l'agriculture, via les microalgues, les macroalgues. Voilà. Bon, après, sur le très long terme, il y a quand même donc là, parmi les principales technologies de CSC, on va notamment citer le stockage souterrain de CO2, de bio-CO2, qui a un réel intérêt et un potentiel gigantesque pour diminuer, limiter les impacts du changement climatique. Voilà. Alors juste une petite note sur aussi les potentiels qui sont estimés suivant. Bon, il y a différents scénarios prospectifs qui existent. Donc là, je prends la référence de l'Analysia Partners qui elle-même fait référence à différentes études de l'ADEME, où à horizon 2050, il serait possible en théorie de pouvoir consommer de l'ordre de 33 millions de tonnes de CO2 par an dans une démarche de transition écologique et environnementale ambitieuse. Voilà, avec principalement l'usage par la méthanation ou la production de méthanol. Voilà. Alors, ce qui est intéressant après avoir vu tout ça, c'est concrètement sur le parc français d'unités de méthanisation. Bon, là, j'ai pris l'exemple de l'injection. On va se focaliser uniquement sur l'injection, mais on pourrait faire aussi l'exercice et le travail sur le parc de cogénération. Sur le parc actuel, sur les chiffres du 22 juillet 2020, à la source GRDF, on a 150 sites qui injectent pour une production de l'ordre de 2,6 TWh par an, ce qui, en équivalent CO2 du biogaz, j'entends, pas la combustion du biométhane, correspond à 0,4 mégatonnes de CO2 par an.
Et donc là, on voit déjà que ça représenterait, si on valorisait tout ce bio-CO2, 36% à peu près de la consommation française actuelle. Si on fait une prospective jusqu'à 2030, en prenant comme référence la PPE, on produirait de l'ordre de 21 TWh par an, ce qui correspondrait à peu près à 3,2 mégatonnes de CO2 par an. Et donc là, on voit déjà qu'on est au-delà de la consommation actuelle, et donc il y a de vrais enjeux, si on souhaite valoriser le CO2 en méthanisation, de vrais enjeux de trouver de nouvelles filières de valorisation et du CO2, voilà, via différents procédés qu'on évoquera par la suite. Et à horizon 2050, en prenant comme référence le mix de gaz 100% renouvelable à horizon 2050, qui a été élaboré par l'ADEME, GRDF et GRTgaz, entre autres, en tenant compte des 30% de production qui sont liées à la filière méthanisation, parce qu'on n'oublie pas qu'il y a effectivement d'autres filières technologiques qui permettent de produire du méthane, ça correspondrait à de l'ordre de grandeur 140 TWh par an, soit l'équivalent de 21,3 mégatonnes de CO2. Donc là, ça vient encore appuyer l'enjeu de développer des filières de consommation, de nouvelles filières de consommation du CO2. Ce que je vous propose maintenant, c'est de créer un cas d'étude d'une unité de méthanisation de base, et puis d'aller regarder sous 3 scénarios simplifiés ce que ça pourrait donner concrètement sur une unité de méthanisation. Prenons une unité de méthanisation qui produit après autoconsommation 350 normomètres cubes de biogaz par heure. Après épuration, on produirait 200 normomètres cubes de biométhane et 150 normomètres cubes de CO2. Sachant que pour le CO2, on parle plutôt en unité de masse. Donc je vous ai mis la petite formule rapide qui permet de passer de l'un à l'autre. Voilà. Et on pourrait aussi imaginer récupérer le CO2 issu de la chaudière. Ce n'est pas impossible, mais bon, là on ne va pas le considérer dans notre cas, mais c'est aussi des choses qui sont aussi envisageables et qui permettraient d'augmenter la quantité de CO2 récupérée. Alors, ce que je vous propose là, c'est de regarder la valorisation in situ, donc sur site de méthanisation possible du bio-CO2. Suivant 3 filières, avec le temps qui nous est imparti, on va faire comme suit. Dans un premier temps, l'enrichissement de serre. Dans un second temps, la culture de microalgues. Et après, la méthanation via power to gas. Parce que la méthanation peut se faire aussi par la gazéification, mais là, en l'occurrence, on va regarder via cette technologie. Alors, les différents intérêts. Alors pourquoi on injecte du CO2 dans les serres? On cherche à augmenter la concentration de l'ordre de 400 ppm, qui est la concentration à peu près atmosphérique, on va la doubler globalement. Enfin, on va aller chercher les 900, 1000 ppm. L'objectif, c'est que ça permet une augmentation de l'ordre de 20 à 30%, suivant les saisons et les types de plantes, de la croissance des plantes. Alors, ce qu'on va regarder pour pouvoir dimensionner, on va s'assurer qu'on respecte bien ce qu'on appelle la VLEP, donc c'est les valeurs limites d'exposition professionnelle pour différents constituants gazeux, pour s'assurer qu'il n'y a pas de risque à la fois pour les hommes et pour les plantes. Pour le CO2, on va s'assurer qu'on ne dépasse pas les 5000 ppm. Après, il y a d'autres gaz, effectivement, comme l'H2S, qui est très sensible. Et voilà. Donc, en termes de dimensionnement, c'est un élément qui est très important. Ensuite, il y a tout ce qui est consommation du CO2 et de la chaleur, point crucial, et qui, lui, pour les deux, vont énormément dépendre de la saison, la nature des serres, la nature des cultures envisagées, la position géographique et d'autres paramètres. Donc, il convient de pouvoir statuer sur toutes ces hypothèses pour pouvoir avoir un dimensionnement précis. Voilà. Il y a également aussi la capacité de stockage de ce CO2, parce que si effectivement il y a une saisonnalité importante, il faut potentiellement, si on veut maximiser la surface, il faut stocker sur site. Donc parmi les principaux freins à lever, le pilotage de la consommation journalière et saisonnière du CO2, c'est une chose. Et après, le besoin de chaleur des serres, qui est souvent limitant et qui est nécessaire pour bien métaboliser ce CO2. Et se pose la question aussi de l'origine de cette chaleur, parce que on peut aussi questionner l'intérêt de valoriser du bio-CO2 si à côté de ça on met une chaudière au fioul. Je reviens juste par rapport à notre cas d'étude. Ça correspondrait globalement, si on valorisait les 295 kg/h de notre unité qui injecte 200 normomètres cubes de biométhane, on pourrait avoir une surface comprise entre 8 et 25 hectares et un besoin de chaleur par contre qui est vraiment énorme puisqu'il serait de l'ordre de 6 à 25 MW. Voilà. Donc voilà pour les chiffres de notre cas d'étude. Ensuite, la culture de microalgues. L'intérêt, c'est de produire une biomasse valorisable qui puisse servir pour l'alimentation humaine ou animale.
produire des différents éléments à haute valeur ajoutée, comme diverses protéines, des enzymes, etc., ou des biocarburants, qu'on va appeler des biocarburants de troisième génération, et d'autres produits. L'intérêt des microalgues, c'est leur forte productivité par unité de surface ou de volume, et le fait qu'elles n'entrent pas en concurrence avec les terres arables. Donc ça, c'est vraiment un point qui est crucial, qui est très important. Parmi les éléments de dimensionnement, on va considérer que globalement, il faut à peu près 2 kg de CO2 pour produire 1 kg de matière sèche de microalgues. Après, il nous faut, pour pouvoir dimensionner, avoir la connaissance de la productivité par unité de surface ou de volume. Et là, il y a une très très forte variabilité des données en fonction déjà de l'évolution de la recherche, qui est très active sur ce domaine, des types de bioréacteurs, si on est de type Raceway, comme l'image là que vous voyez là, c'est essentiellement ce type de technologie qu'on a pour la culture de spiruline notamment, et des technologies airlift, photobioréacteurs, etc. Et la nature des microalgues que l'on va développer, la chlorelle, la spiruline et bien d'autres. Voilà. Après, la consommation de chaleur, elle est aussi fortement dépendante de la saison, et c'est également un paramètre limitant dans le dimensionnement des bassins. C'est rarement le CO2 et plutôt la chaleur qui va nous poser souci, alors notamment pour les projets en injection où finalement on a peu ou pas de chaleur fatale. Alors, autre limite, c'est que le marché, et notamment des microalgues pour l'alimentaire, est un marché de niche, dans le sens où elle a d'intérêt notamment pour les fabrications artisanales et la vente en circuit court, de fait que lorsqu'on augmente l'échelle, on se retrouve vite en concurrence avec le marché international qui est fortement concurrentiel, notamment le marché asiatique. Donc si on regarde par rapport à notre cas d'étude, sur notre unité, on pourrait produire en théorie de l'ordre de 1250 tonnes de matière sèche par an, ce qui pourrait correspondre à peu près à un gain de 20% de production de biométhane. Donc dans ce cadre-là, ça pourrait être effectivement très intéressant le valoriser pour faire de l'énergie. Après, il faut effectivement voir en termes de surface, d'emprise de sol, etc. Enfin, dernier scénario, la méthanation via power to gas. Les intérêts sont énormes. L'enjeu, c'est la décarbonation des usages du gaz. La méthanisation ne pourra pas assurer l'entièreté de la décarbonation des usages du gaz, donc il faut développer d'autres technologies. La méthanation en fait partie. Et également, c'est la valorisation de l'hydrogène sans nécessité d'adapter les infrastructures gazières. Parce qu'il faut savoir qu'on ne peut pas injecter aussi facilement que ça de l'hydrogène dans le réseau de gaz. Il y a un certain nombre de problèmes techniques. Voilà. Donc la méthanation concrètement, donc on a une phase d'électrolyse qui va nous permettre d'obtenir l'hydrogène. Pour ce faire, on a différentes technologies qui sont plus ou moins matures. Parmi les plus matures, on a les électrolyseurs alcalins, les électrolyseurs à membrane d'échange d'électrons ou PEM. Voilà. Et ensuite, une fois qu'on a produit notre hydrogène, à partir de notre électricité verte, on cherche à faire la réaction de méthanation. Et pour ce faire, on a deux technologies principales, catalytiques et biologiques, qui ne sont pas tout à fait sur les mêmes stades de développement et qui vont permettre de produire notre méthane de synthèse. C'est comme ça qu'on l'appelle. Parmi les principaux freins à lever, donc ce sont des réactions qui sont très exothermiques, produisent beaucoup de chaleur, donc il y a une gestion thermique des procédés qui est importante. Après, si on est en co-valorisation avec les serres, ça peut être aussi, on peut imaginer que ce soit intéressant de pouvoir valoriser cette chaleur. Si toutefois on fait une co-valorisation, je dirais, du CO2. Les coûts de production élevés de l'hydrogène vert, qui conditionnent totalement la rentabilité de cette filière. Et aujourd'hui, l'absence de tarifs d'achat du méthane de synthèse, qui ne permettent pas d'avoir forcément des business plans qui soient extrêmement fiables dans la mesure où on est dans l'expectative par rapport à un futur tarif d'achat. Dans notre cas d'étude, ça permettrait potentiellement d'injecter 147 normomètres cubes en plus sur les 200 qu'on injecte déjà, donc c'est colossal, et de valoriser une chaleur fatale qui serait de l'ordre d'un peu plus de 8500 MWh par an. Voilà. Dernière slide, et je vais en terminer là-dessus. L'analyse comparée qualitative des scénarios qu'on a pu étudier in situ, il en existe, c'est une liste non exhaustive, il existe plein d'autres voies de valorisation. Donc en termes de CAPEX, OPEX, donc investissement en charge, maturité du process technico-économique et le potentiel sur le moyen long terme. Donc l'enrichissement de serre, globalement, c'est celui qui va induire le moins d'investissement ou de charges par rapport
aux différentes filières qu'on a pu évoquer. Alors, on scinde mes microalgues alimentation biocarburant parce qu'elles n'ont pas tout à fait les mêmes enjeux. En termes de maturité de filière, globalement, l'enrichissement de serre, technologiquement, économiquement, c'est des choses qui, même si ce n'est pas encore très développé, c'est des choses qui sont connues. Et donc, voilà, on va estimer qu'elle est plus mature que les autres de ce point de vue-là. Hein. On est toujours en analyse comparée. Et pour le potentiel, sur le long terme, on a clairement, pour la méthanation et les microalgues à usage de biocarburant liquide, on a clairement un potentiel qui est énorme. Et dans la mesure où on a un besoin de décarbonation de tous nos usages de transport, de chauffage, etc. Enfin, les enjeux communs aux différentes filières de valorisation du bio-CO2. Là, le gros enjeu, c'est de trouver un modèle économique qui permette une trajectoire d'augmentation global du CO2, parce que pour que nos filières soient compétitives avec le CO2 fossile, qui est aujourd'hui, on pourrait dire, bon marché. L'amplification des soutiens financiers accordés à des projets de démonstrateurs ou de mise à l'échelle, via notamment le système d'appel à projet ou d'AMI. La création, on pourrait le citer, d'un label bas carbone en direction des produits qui seraient issus du bio-CO2, voilà, pour pouvoir promouvoir un bio-béton, par exemple. Et on pourrait citer également, de la même manière que le Forum Métatlantique, la création de think tanks, de clusters, d'associations, etc., qui auraient pour but de promouvoir et d'encourager le développement de cette filière en émergence. Voilà, liste non exhaustive, mais voilà déjà pour les principaux éléments. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, merci Erwan. Ouais. Ok, on a un intervenant final voilà, sur cette séquence CO2, Daniel Fatt, d'Air Liquide, qui est peut-être en ligne déjà. Ouais, oui, je le suis, vous m'entendez? Bonjour Monsieur Fatt, est-ce que je peux vous laisser la parole? Je vous rappelle oui, vous m'entendez? C'est bon? On part sur une 10-15 minutes max, d'accord? De façon à permettre un petit temps de débat à la fin, si c'est possible. Je vais essayer d'être rapide. Vous m'entendez? C'est bon? Oui, très bien, très bien. Bon, c'est parfait. Alors bonjour à tous. Bonjour. Donc je vais partager ma présentation. Voilà. Est-ce que vous la voyez? Je suis désolé de ces problématiques techniques. Vous m'entendez? C'est bon? Oui. Allô? Oui, pas de problème, c'est très bon. Bon, c'est parfait. Alors je commence. Il y a beaucoup de choses de ce que j'avais prévu de dire ont déjà été dites. Donc j'ai noté quelques points. Donc l'idée c'est pas de vous parler de l'entreprise qui m'emploie. J'appartiens à Air Liquide CO2 Europe, qui, comme son nom l'indique, son nom l'indique, est la filiale CO2 du groupe Air Liquide. Donc c'est une filiale européenne qui produit, entre guillemets, puisque nous ne produisons pas de CO2, nous récupérons du CO2 à partir de sources, nous le purifions, nous le liquéfions, nous le distribuons, voilà, partout en Europe. Donc l'idée là aujourd'hui, c'est de vous donner une idée un peu globale des grandes problématiques du CO2 dans la perspective de nouveaux types de sources et du développement de nouveaux types de sources. Et ça a déjà été abordé un petit peu juste avant. Et je vais revenir sur quelques fondamentaux. Donc, le marché en chiffres. Là, on est sur le marché de consommation. En gros, en Europe de l'Ouest, la consommation sur le métier dit marchand, existant, je ne parle pas des développements futurs, je ne parle pas du CCUS, je ne parle pas du CCS, je parle vraiment du métier marchand, c'est-à-dire des applications assez connues du CO2 sur lesquelles on reviendra peut-être très rapidement après. Ce marché-là représente 3 millions de tonnes par an sur l'Europe de l'Ouest. Et en France, il représente 450 000 tonnes. La consommation totale en France pour ces applications, y compris les serres dont on a un peu parlé avant, représente 450 000 tonnes. Monsieur Fatt, une petite seconde, si vous pouviez vous mettre à l'écran aussi, parce qu'on ne vous voit pas. On voit votre présentation, mais vous devez avoir la possibilité de vous mettre en fenêtre. Alors là, je le suis normalement, non? Là, ça a failli. On y était presque. C'est bon, là? Oui. Sur le marché marchand, dont il a été question dans la présentation précédente, sans prendre en considération évidemment les évolutions futures de carbon capture et
Voilà. Aujourd'hui, la consommation de CO2 en Europe de l'Ouest est de 3 millions de tonnes par an à peu près. En France, elle n'est que de 450 000 tonnes. C'est un petit marché. Et pourtant, comme l'a dit l'intervenant précédent, on a une capacité de production installée en France qui est de plus d'1 million de tonnes. C'est-à-dire qu'on a plus du double. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure parce que c'est un élément extrêmement important dans l'activité CO2. C'est vraiment un élément clé de l'activité CO2. Pour faire un petit focus, juste un élément de comparaison, juste à titre de comparaison, aujourd'hui, on a 450 000 tonnes consommées en France. Alors, pas de manière égale, hein. Il y a des régions qui consomment plus, il y a des régions qui consomment quasiment rien. La Bretagne, par exemple, est un gros pôle de consommation. À titre de comparaison, il y a 3 usines d'incinération de déchets d'ordures ménagères autour de Paris. Chacune d'entre elles émet à l'atmosphère, alors on ne récupère pas un CO2, mais chacune d'entre elles émet à l'atmosphère 500 000 tonnes par an, c'est-à-dire l'équivalent du marché français. Donc c'est juste pour donner un petit ordre d'idée de ce qu'est le marché français par rapport aux émissions de CO2 globales. C'est une contribution très faible. Donc je reviendrai pas sur les usages de ce CO2, mais effectivement, voilà, ce slide corrobore ce qui a été dit précédemment. Le marché agricole et alimentaire représente entre 70 et 80% de la consommation du CO2. Le reste, ce sont des usages industriels. Alors, donc, comme je le disais tout à l'heure, la capacité de production installée représente quasiment 2 fois, c'est valable, le raisonnement est valable à l'échelle européenne, 2 fois la taille du marché. Alors pourquoi ? Parce qu'on a des marchés qui sont saisonniers. Alors ça, c'est quelque chose d'assez important. Et on parlait des serres tout à l'heure. Typiquement, le marché des serres est un marché très saisonnier. Ce qui fait que quand vous émettez 1 tonne de CO2 et que vous la récupérez, cette tonne de CO2, si vous avez un marché unique, qui est le marché des serres, par exemple, cette tonne de CO2, vous aurez du mal à la valoriser, parce que cette tonne de CO2, vous allez la produire sur une année, de manière égale sur 12 mois. Or, la consommation de cette tonne de CO2 sur le marché, elle va se faire sur des périodes beaucoup plus réduites. Et donc, c'est pour ça qu'on a des capacités. C'est une des raisons pour lesquelles on a des capacités installées qui sont le double. Aujourd'hui, enfin pas tout à fait le double, mais pas loin du double de ce que le marché demande. Ensuite, pourquoi également ? Parce qu'on a parfois, et on reviendra là-dessus après, une adéquation entre les sources et le marché qui est encore un peu perfectible et qu'il convient d'améliorer. Bien que nous ayons une capacité de production qui soit supérieure à la demande, aujourd'hui, il arrive qu'on manque de CO2. Alors, pourquoi ? On va revenir sur ce sujet-là et on va essayer de comprendre pourquoi aujourd'hui il y a une évolution de la stratégie en matière de sources. Aujourd'hui, très clairement, nous sommes engagés, alors je parle en mon nom, Air Liquide CO2, on est engagé dans une diversification des sources avec 3 objectifs principaux. On cherche des sources qui soient renouvelables, donc qui sont non soumises aux ETS, donc aux taxes carbone. Ça, c'est un élément clé aussi, c'est un élément très important, parce qu'aujourd'hui, quand nous récupérons du CO2 sur une unité d'ammoniac, comme ça a été cité tout à l'heure, cette molécule de CO2, cette quantité de CO2 n'est pas défalquée du calcul des émissions. Voilà. Donc ça veut dire que voilà, dans un contexte où ces carbon tax sont en augmentation, il y a une problématique là à traiter et à regarder d'un peu plus près. L'autre idée, c'est d'être plus proche des utilisateurs. Alors, c'est toujours mieux d'être plus proche des utilisateurs parce que en termes d'efficacité logistique, on est meilleur. On a une meilleure réactivité, on vient de moins loin. Parfois, sur certains secteurs, comme la Bretagne, les usines les plus proches aujourd'hui. Alors, je parle aujourd'hui et ça reste valable pour encore très peu de temps, mais aujourd'hui, c'est comme ça. Le CO2 vient de Normandie. Et donc, on a des distances importantes entre la source et l'usage final. Ce qui fait qu'on a des réactivités, des réactivités qui sont bonnes, bien évidemment, parce qu'on est organisé pour. Mais quand il y a un petit grain de sable qui vient enrayer la machine, ça devient un peu plus compliqué. Donc, être local, c'est mieux. Être renouvelable, c'est aujourd'hui le futur. Et puis, la qualité alimentaire. Ça, c'est un sujet sur lequel on reviendra tout à l'heure. La qualité alimentaire,
elle est importante pour deux raisons. Parce que d'abord, elle représente 80% du marché ou 70% du marché. Et deuxièmement, c'est elle qui va permettre de tamponner un petit peu cette saisonnalité. Si vous n'êtes qu'industriel et que vous vous destinez qu'à des marchés industriels, et je vais cibler un marché en particulier, celui des serres, alors vous allez être soumis et vous allez prendre la saisonnalité de plein fouet. Donc pour servir une tonne, vous allez devoir en installer 2. Et ça coûte de l'argent et ça enlève de l'efficacité. Et en termes de ratio, c'est beaucoup moins bon. Donc c'est très important de le prendre en compte. Après, il y a tout un tas d'autres raisons qui sont plus liées à des questions d'efficacité de la logistique. Dès lors que vous avez plusieurs types de produits à transporter, ça devient un peu plus compliqué. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, nous produisons et nous visons pour l'ensemble de nos usines la qualité alimentaire. Ensuite, un point, vous m'entendez toujours ? Oui, oui. Bon, parfait. Ensuite, l'autre point, c'est que à partir du moment où vous avez un client et un marché CO2, ce marché CO2, il est en demande. Et cette demande, elle est importante, notamment quand on parle du marché agroalimentaire. Aujourd'hui, il y a des applications dans l'agroalimentaire, et on l'a vu pendant la première période de Covid, où on a été soumis à les autorités, les préfectures nous ont aidés, en même temps qu'elles nous ont imposé une continuité de fourniture parce qu'on avait besoin de produire des denrées alimentaires. Et pour produire ces denrées alimentaires, il y a besoin de CO2 dans un grand nombre de cas. Et s'il n'y a plus de CO2, il n'y a plus de production. Et s'il n'y a plus de production, il n'y a plus de denrées alimentaires. Donc, c'est très important d'avoir une organisation qui soit complète. Et il est très important d'avoir des backups. Aujourd'hui, sans backup, il est très difficile de servir un marché. Alors, je vais revenir rapidement sur les étapes de la supply chain, mais c'est juste pour introduire la notion d'adéquation entre la source potentielle nouvelle qu'on veut développer et le marché et les clients qui sont à l'autre bout. Entre les deux, on sait faire. Entre les deux, quel que soit le type de source, aujourd'hui, les techniques sont bien maîtrisées, on en a de nouvelles dans notre escarcelle, donc pour les unités de récupération de purification, on connaît, on arrive à s'adapter. La liquéfaction, parce que c'est un élément important, et c'est un élément important qui a été cité tout à l'heure, quand on dit l'usage en serre, c'est quelque chose de très mature et c'est relativement rentable. Oui, mais c'est vrai à condition de rester en phase gazeuse et de produire localement et d'utiliser localement, comme font beaucoup de séristes aujourd'hui avec les cogènes, les chaudières gaz ou ce qui est en train et les chaudières gaz justement, pas les chaudières biomasse. Donc tant qu'on reste sur des étapes sans liquéfaction, pas de problématique. Mais dès lors qu'on a une usine qui va délivrer plusieurs sites, l'étape de liquéfaction, à moins d'être organisée dans un bassin de consommation et qui permette de développer des réseaux de pipe, s'il y a plusieurs kilomètres, plusieurs dizaines de kilomètres à faire, il est clair qu'il faut passer par une étape de liquéfaction. Cette étape de liquéfaction, elle a parfois aucun autre intérêt que celui du transport, parce que transporter du CO2 gazeux, ça n'a aucun sens. Donc pour le transporter, il faut le liquéfier. Voilà, c'est une étape importante et c'est une étape relativement coûteuse. Ensuite, il faut le stocker. Ensuite, il faut une logistique. S'agissant du CO2 liquide, donc un liquide cryogénique, on est sous réglementation ADR, donc c'est du transport de matières dangereuses. Ça, c'est un élément important à noter. Et puis après, comme je disais tout à l'heure, il faut des sources backup. Et puis, il faut une adéquation entre la source potentielle et le marché à venir. Alors ça, c'est un élément important. Et je vais citer quelques critères qui rentrent dans cette idée d'adéquation entre la source. Bon, évidemment, il y a d'abord la localisation. Si on installe une source, si on décide de développer une activité CO2 à un endroit où il y a déjà pléthore de CO2, il y a déjà des unités où il y a peu de marché, il n'y a pas de marché, etc. Évidemment, c'est une évidence. Il y a peu d'intérêt. Ensuite, il y a le type de source. Voilà.
En fonction du type de source, on va avoir des coûts de production qui vont être différents, des OPEX, des CAPEX. Alors les CAPEX, c'est un peu toujours les mêmes, encore que ça change un peu. Les OPEX, là, très clairement, en fonction de la concentration du gaz brut qu'on va récupérer, l'étape de concentration va générer des OPEX qui peuvent être assez importants et avoir un impact important sur le prix final. Ensuite, il y a la question de la période de production de maintenance versus les besoins du marché. Tout à l'heure, je vous disais que bien que nous ayons une capacité de production qui soit très supérieure aux besoins du marché, parfois, on est en manque de CO2. Alors pourquoi ? Parce que parfois, au moment où nous avons besoin de CO2, où les marchés, ont besoin de CO2, eh bien, ceux qui émettent ce CO2 fatal que nous récupérons, eux, c'est une période où leur propre production n'est pas clé, n'est pas importante, et donc ils en profitent pour, par exemple, faire des maintenances. Et donc, ils arrêtent leurs unités. Donc, nous, on n'a plus de CO2. Ça, c'est un élément clé. Ça, c'est un élément clé de bien faire en sorte que la source travaille au même rythme que les besoins du marché en CO2. Par exemple, si l'idée de la source est uniquement de produire de la chaleur, en général, cette chaleur, elle est surtout nécessaire en hiver. Or, en hiver, on n'a pas besoin de CO2. Très peu besoin de CO2. Et à contrario, en été, on a besoin de CO2. Mais on a moins besoin de chaleur. Donc, c'est typiquement le genre de choses qu'il faut bien regarder. Alors là, ça, c'est un aspect qui, sur la méthanisation, est un aspect qui est assez bien traité et qui nous pose peu de problèmes. Juste pour information, et puisqu'on est dans un forum dédié à la méthanisation, nous avons lancé au UK. Alors au UK, pourquoi au UK ? Parce qu'il y a eu des concours de circonstances qui ont fait que nous sommes lancés au UK. Aujourd'hui, nous avons, alors je ne sais pas très bien à combien on en est aujourd'hui, mais on doit être aux alentours de 14 unités de récupération de CO2 et de distribution de CO2 à partir de méthanisation. Alors là, c'est de la méthanisation d'énergie crops. Et ces énergies crops nous permettent aussi de produire un CO2 de qualité alimentaire. Parce que ça, c'est le point qui vient juste après. Qualité accessible de la source. Est-ce elle peut atteindre des exigences alimentaires ou est-elle contrainte à rester ad vitam aeternam en qualité industrielle ? Ça, c'est très important. Ensuite, il y a l'acceptabilité par le marché. Aujourd'hui, le marché il est habitué à être livré avec du CO2 qui vient de sources relativement connues, historiques. Comme le disait le monsieur tout à l'heure, c'est surtout du steam reforming. Donc, en gros, on casse une molécule de gaz nat avec de la vapeur d'eau et on fait de l'hydrogène d'un côté et du CO2 de l'autre, pour faire simple. On récupère un gaz brut qui est très riche en CO2 et qui présente peu d'impuretés sensibles et qui fait qu'aujourd'hui, même quand on parle de gaz industriel, un gaz industriel, c'est quoi ? C'est quelque chose qui n'est pas alimentaire. Alors, mais dans sa composition, on a un gaz industriel qui est peu sensible. Enfin, le QSP de ce qu'on regarde, on regarde peu de choses sur un CO2 industriel, mais le QSP contient peu de choses non plus. Enfin, c'est pas le risque lié à l'alimentaire, le risque alimentaire est très faible et le risque de sécurité sanitaire est très faible, etc., etc. Demain, on change de source, on change de typologie de source. C'est quelque chose qui peut avoir un impact. Aujourd'hui, le CO2, il est utilisé pour des usages qui vont nécessiter d'être estampillés, cachers, halal, etc. Vous savez, il y a tout un tas de marchés comme ça, de contraintes qui sont là et qui nous imposent de bien regarder la matière première qu'on utilise, la manière dont on l'utilise et ce que ça peut avoir comme impact. Donc ça a un impact sur l'acceptabilité par les marchés. Et donc, nous, on a l'habitude, quand on est confronté à un nouveau type de source, de regarder cette problématique en détail avec les clients qu'on cible, avec des clients représentatifs qu'on cible, et ce qui nous permet d'avoir une idée du niveau d'acceptabilité et de recueillir leur avis. Leur avis sur la situation actuelle, mais aussi leur avis sur la situation future. Parce que faut regarder les choses toujours en dynamique, il faut toujours regarder les choses évidemment telles qu'elles sont, mais telles
qu'elles vont évoluer, qu'elles seront, parce qu'il y a des grands mouvements qui font qu'aujourd'hui, alors parfois ces mouvements sont un peu antagonistes. Il y a certains, il y a un mouvement qui veut quelque chose de beaucoup plus vert, de beaucoup plus green, et puis il y a d'autres mouvements qui veulent aussi en même temps une très forte qualité alimentaire avec zéro risque sanitaire, etc. Et parfois ces deux choses-là font pas forcément bon ménage. Donc c'est à bien regarder avant de se lancer et avant d'investir à millions, parce que ce sont des unités qui coûtent relativement cher, et pour être sûr de pouvoir aller au bout de l'histoire et pouvoir amortir correctement son investissement. Donc les marchés accessibles, ce qu'il faut regarder là aussi, c'est la saisonnalité. Comme je le disais tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus. Il faut éviter d'avoir à installer 2 tonnes pour en servir une seule, parce que la tonne restante, celle-là, surtout si on reste dans une qualité restreinte, cette tonne restante, on va avoir du mal à la livrer, et du coup, ça fait des rentabilités qui sont beaucoup moins bonnes. Après, c'est les exigences qualité. Pareil, ce que je disais tout à l'heure, j'en ai déjà parlé, mais ce qui est important, c'est de regarder ce qui existe. Je vais revenir sur les serres, par exemple. Aujourd'hui, les serres, leur besoin, c'est un besoin pour une qualité dite industrielle. Alors, une qualité dite industrielle, c'est une qualité qui vient de sources en général classiques et qui se décline avec quelques lignes d'impureté. Il y a le titre, il y a la teneur en eau, il y a assez relativement peu de choses. Aujourd'hui, il faut s'assurer que ces marchés-là vont rester dans cette logique-là. On voit par ailleurs sur d'autres marchés des évolutions de cette réglementation. Donc, faut être très vigilant là-dessus. Faut éviter les effets de ciseaux. C'est-à-dire que si demain, si on part avec un marché qui réclame aujourd'hui de la qualité industrielle, si demain ce marché et que la source ne peut pas faire autre chose que produire cette qualité industrielle, il faut être très vigilant sur le futur et il faut s'assurer que soit on va réussir à franchir les différentes étapes pour qualifier un CO2 et le faire rentrer dans la catégorie alimentaire, soit que ce marché, effectivement, n'évoluera jamais et restera toujours en alimentaire. Bon, après, c'est le nerf de la guerre. Il y a un prix, il y a un prix de marché. Bon, j'ai entendu des chiffres tout à l'heure j'ai entendu des chiffres qui m'ont paru un peu élevés, mais qui m'ont paru un petit peu élevés. Alors, ce sont des fourchettes, bien évidemment. Et puis, parfois, sur certaines niches, il peut y avoir des prix qui sont... Mais globalement, on peut pas tout se permettre. Et là, la question, et je reviens au premier point, la question de la localisation, elle est clé. Aujourd'hui, si on envisage, nous, les premiers, de produire du CO2 à partir de sources peu riches en CO2, c'est à la condition que ces sources soient proches du lieu de consommation. Ça, c'est un élément clé. Alors, c'est un peu la palissade, mais c'est important de le rappeler. L'étape de transport est une étape très coûteuse. Donc, moins on transporte sur de longues distances, plus on peut se permettre de récupérer un CO2 à un prix plus élevé. L'équilibre, là, il est extrêmement important. Alors, rapidement, je ne vais pas revenir sur ce qui a déjà été dit, mais je vais quand même revenir sur les types de sources, et puis ça fera le lien un petit peu avec la qualité. Bon, les sources historiques, ce sont des sources qui sont basées sur le steam reforming. Donc, le CO2 qu'on récupère, il est titré à plus de 95% de CO2. Donc, il n'y a aucune étape l'étape de purification est simplifiée. C'est la même chose pour les sources que nous développons depuis maintenant une bonne dizaine d'années, le bioéthanol. Donc là, c'est de la fermentation alcoolique. Donc, on a un titre de CO2 qu'on récupère qui est très bon. Il y a quand même une grande différence entre les sources ammoniac et les sources bioéthanol, c'est que la source bioéthanol, c'est une source qui travaille sur le vivant. Et donc, comme on dit dans notre jargon, ce sont des usines qui tirent moins droit, donc qui doivent être beaucoup plus surveillées et qui nécessitent des équipements beaucoup plus sophistiqués
pour réussir à maintenir une qualité irréprochable à la sortie. Parce qu'à l'entrée, il y a quelques variabilités par rapport aux usines historiques que sont les steam reforming. Donc là, on a une qualité bien maîtrisée, et puis l'acceptabilité par les marchés, elle pose zéro question. Donc dans les sources les plus récentes et en développement, donc on va parler de méthanisation aujourd'hui bien évidemment, mais il y a aussi la combustion, il y a un certain nombre d'autres types de sources. Ben là, on est confronté à des teneurs en CO2 beaucoup plus faibles. Donc, il y a une étape de concentration supplémentaire qui, elle, est énergivore. Est énergivore, alors ça dépend des techniques qu'on va choisir, mais est énergivore d'une manière générale, que ce soit en vapeur, en électricité, etc. Voilà. Aujourd'hui, ce que nous développons essentiellement, et ce sur quoi nous travaillons aujourd'hui, ce sont des matières premières qui sont végétales. Voilà. Alors, avec ces matières premières végétales, quand on analyse les différentes étapes pour produire un CO2 de qualité alimentaire, on y arrive assez bien, et on peut s'engager sur une qualité alimentaire. Alors quand je dis qualité alimentaire, c'est quelque chose de très réglementaire. Hein. C'est aujourd'hui nos usines, pour la plupart, dans la majorité des cas, à 99%, peut-être un petit peu moins, les usines sont toutes certifiées FFCC 2000, etc. Mais ça, c'est pour une partie certification, mais elles sont surtout toutes déclarées établissements alimentaires. Nous sommes des établissements alimentaires. Pourquoi ? Parce que nous délivrons un CO2 qui va être utilisé soit sous forme d'additifs, soit sous forme d'ingrédients, en fonction des applications, sur des marchés qui, eux, sont alimentaires. Donc, on a ce stamp, et ça veut dire que chacun des patrons, chaque patron d'usine a cette responsabilité vis-à-vis des autorités, et il s'engage, bien au-delà des spécifications commerciales sur lesquelles on s'engage, il s'engage sur le fait qu'à tout moment, il maîtrise son process de A à Z, le A étant la matière première. Donc, il maîtrise sa matière première jusqu'à son produit fini, et il s'engage à ce que la sécurité alimentaire soit garantie de A à Z. Voilà. Donc, je ne reviendrai pas sur la saisonnalité, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Et donc, maintenant, nous évoluons vers des sources dont la matière première n'est pas d'origine animale ou industrielle. Et dans ce cas-là, il y a deux, trois petites choses à regarder. C'est pas et peut-être que certains dans la salle ont déjà eu l'occasion d'en parler avec moi. C'est quelque chose que nous souhaitons véritablement faire évoluer, mais nous souhaitons le faire de manière à ce que nous ne prenions pas de risque sur la pérennité. Alors, bon, je l'ai déjà dit, donc je ne vais pas revenir là-dessus. J'essaye de rattraper le temps perdu. Je voudrais simplement revenir sur cette idée de... Ouais, je vous laisse 5 minutes, Monsieur Fath. 5. 5 minutes. Okay. Courage. Parce que vous savez, pour ceux qui me connaissent, parler du CO2, je peux en parler. C'est un produit tellement difficile, entre guillemets, mais tellement attachant que voilà, on peut en parler pendant des heures. Donc, alors, pour faire simple, la qualification alimentaire, c'est quoi ? On parle d'une source qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais travaillé, à partir de laquelle on n'a jamais produit de CO2 qui a été livré à des industries agroalimentaires. Donc, on regarde les choses sous 3 angles, 3 aspects. La réglementation. Est-ce qu'on a le droit, à partir de... Que dit la réglementation sur tel type de déchets ? Alors là, je vais pas rentrer dans les détails et dans une finesse plus que ça, mais en gros, en fonction du type de déchet, catégorie 3, en fonction de l'origine de ce déchet, la manière dont il est collecté, etc., etc. Voilà, on va analyser la réglementation, on va prendre des avis, on va travailler avec l'ANSES, on va travailler avec les services vétérinaires pour regarder un petit peu quel est leur avis. Donc ça, c'est ce qu'on fait. C'est la première étape, elle est réglementaire. Est-ce qu'on a le droit ? Mais elle n'est pas suffisante. La deuxième étape, c'est l'étape, pour ceux qui sont impliqués dans le domaine agroalimentaire, c'est une étape clé, c'est l'étape de l'HACCP, c'est l'analyse de risque. Et c'est cette étape qui est très engageante, parce que c'est au cours de cette étape
que celui qui produit et qui vend ce CO2 doit s'assurer qu'il maîtrise l'ensemble des risques et de manière totalement exhaustive. Et c'est son engagement. Et c'est son engagement en tant que responsable d'unité de production d'un ingrédient ou d'un additif alimentaire. Donc ça, c'est une étape extrêmement importante. Elle se décline en 7 étapes. C'est les étapes de l'HACCP. Et celle-là, ben voilà, elle appartient à celui qui produit et c'est celui qui produit qui doit la faire. Il n'y a pas d'autorité qui vient stamper. Hein. C'est votre responsabilité. Vous faites le travail et derrière, vous décidez si oui ou non, vous pouvez vous engager sur une sécurité absolue en termes sanitaires et d'hygiène. Puis après, il y a ce que j'ai dit, la troisième étape, elle est importante, l'acceptabilité par les marchés. Est-ce que les marchés acceptent que je puisse récupérer du CO2 au travers d'un process, quel qu'il soit? Là, en l'occurrence, parlons aujourd'hui de la méthanisation. Est-ce que je peux récupérer ce CO2 et le distribuer pour un usage dans des industries alimentaires parfois sensibles? Est-ce que le risque existe? Est-ce que l'acceptabilité... Je sens qu'on approche de la conclusion, monsieur Fatz. Vous avez dépassé les 5 minutes. J'ai passé les 5 minutes? Non, c'est pas vrai. Oui. Bon, alors, oui, voilà, je suis à la conclusion. La conclusion. Donc, la conclusion, c'est les sources alternatives plus vertes et plus locales, bien sûr que oui. Oui, nous sommes, enfin, en tout cas, là, je vais revenir sur le groupe qui m'emploie. C'est une priorité pour nous. Néanmoins, c'est à certaines conditions, avec l'engagement de tous les acteurs, de la source aux clients finaux. Je rajouterai juste quelque chose pour renchérir par rapport à ce qui a été dit dans la présentation précédente. C'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que ce qui est clé et les grands enjeux passent par le développement de nouveaux usages du CO2. Si on analyse le marché du CO2 tel qu'il est aujourd'hui, vous l'avez vu avec les chiffres que j'ai présentés en préambule, ben on va avoir du mal à écouler tout le CO2 qui est produit, les quantités de CO2 qui sont aujourd'hui produites, qu'elles soient produites par des systèmes vertueux comme la méthanisation, la combustion de biomasse ou je ne sais quoi encore, ou par des industries chimiques ou des industries considérées comme polluantes. Donc oui, l'avenir est au développement des nouveaux usages et sachez que nous y travaillons. Voilà, ben j'en ai fini. Bravo, merci beaucoup. C'est très intéressant et ça pose une énorme question quand on voit la disproportion effectivement entre la production et la consommation. Ça, c'est sûr. Ce qui était intéressant, c'est de voir il y a les moyens techniques pour produire du CO2, pour le valoriser sur des unités de méthanisation avec injection et épuration du biogaz en biométhane. C'est vrai que c'est une véritable bonne idée puisqu'il y a déjà toute une partie du chemin qui a été fait. Donc on a déjà la production, on a déjà enlevé énormément d'éléments qui sont indésirables et il est vrai que de le liquéfier est une bonne idée. Après, c'est un marché qui est différent et c'est un vrai métier également à part entière. Donc il faut faire très attention. Je pense que déjà, souvent les méthaniseurs sont des agriculteurs, des groupements d'agriculteurs. Ils ont déjà un autre métier. La méthanisation est un deuxième métier à part entière, surtout l'exploitation. Et on a vu toutes les difficultés entre l'optimisation de la production de biométhane en minimisant les coûts énergétiques amont, en ayant quelque chose qui soit conforme à la réglementation. Et on a abordé les digestats qui ne sont pas non plus une simple affaire pour avoir vraiment quelque chose de durable dans le long terme. Il est vrai que le CO2 est très tentant. Et c'est une belle opportunité, mais je pense qu'il faut mettre les choses en perspective, faire bien attention en expliquant que c'est un métier à part entière, qu'il y a un prix marché qui est fluctuant selon les mois, et il n'y a pas forcément d'adéquation entre la production qui est, elle, continue, linéaire, sur une unité de méthanisation, et le marché du CO2, qui lui est complètement sinusoïdal, et qui, en plus, non seulement a des variations de prix, et qui peut avoir à certaines périodes de l'année une très très faible demande. Donc ça implique une véritable organisation
de stockage et de trading, de commercialisation. Et c'était bien pour ça qu'on souhaitait qu'il y ait des intervenants qui viennent avec différents regards. Il y a une question. À partir de quel débit de CH4 pourrait-on envisager un projet de méthanisation? À partir de quel débit? Oui, donc la question c'est à partir de quel débit de CH4, de biométhane, il est rentable d'envisager un projet de méthanation. La question c'est toujours pareil, enfin la réponse est toujours pareille, c'est que ça dépend de quel type de technologie. Ça dépend c'est ce que j'évoquais dans ma présentation, du coût soit de l'électricité qu'on est capable d'avoir pour pouvoir produire un hydrogène peu cher sur site, ou du coup directement de l'hydrogène qu'on est susceptible, donc hydrogène vert on l'espère, qu'on est susceptible d'acheter. En fait il faut faire toute une étude de faisabilité pour pouvoir estimer ça. Et puis il faut avoir les bons chiffres, les bons éléments, les bonnes négociations pour avoir effectivement, parce qu'un coût de l'électricité qui est suffisamment bas, ou un coût de l'hydrogène produit qui est suffisamment bas, ou alors un tarif d'achat du méthane de synthèse qui est suffisamment haut. Et voilà, et après on fait tourner la machine technico-économique pour savoir en fin d'étude de faisabilité si c'est viable ou pas. Imaginez que même à partir de 60 normomètres cubes de biométhane, on peut imaginer qu'un projet de méthanation soit rentable pour peu que les conditions soient bien remplies. Voilà. Eh bien, c'est une excellente question. J'ai pas fait le bilan énergie, je peux difficilement le faire de tête là, mais c'est effectivement une question qui est intéressante. Alors dans tous les cas, ce que je peux dire avec certitude, c'est que le bilan est positif. Toute la question est de mesurer à quel point il est positif et vu l'intérêt qu'il porte aujourd'hui à l'échelle internationale, à l'échelle européenne et aujourd'hui en France, je peux dire avec suffisamment de certitude que le bilan énergétique est plutôt très bon. Après, tout dépend aussi en amont du type d'énergie primaire que l'on a engagé pour pouvoir produire l'hydrogène qui va nous servir. Et puis ça dépend aussi de la technologie de méthanation catalytique ou biologique. Voilà, donc la réponse c'est ça dépend, mais effectivement la question est plus qu'intéressante. Voilà. Et au-delà même de la question de l'énergie, il y a la question du bilan CO2 aussi, puisque effectivement si on ne produit pas l'hydrogène avec une électricité qu'on pourrait dire verte, eh bien il y a tout un bilan CO2 à faire. Voilà. Puisqu'aujourd'hui la très grande majorité de l'hydrogène produite et consommée en France et dans le monde est produite à partir d'énergie fossile. Voilà. Donc voilà ma réponse. Donc le dernier mot, il va revenir à notre président, au président Patrice Lejeune, qui est assis à côté de moi et qui va nous dire un petit mot pour conclure cette journée. Bien, en premier lieu, bien déjà, merci d'avoir tenu toute la journée pour les survivants qui sont encore avec nous. On a abordé énormément de sujets passionnants. Le but du cluster, c'est d'être un hub de connaissances, de connexion, de synergie. C'est vraiment le travailler ensemble. On s'est aperçu au cours de la journée qu'il y a des points extrêmement sensibles. On est dans une filière qui aujourd'hui est extrêmement ballottée. Nous attendons pas mal de nouvelles côté tarification, côté réglementation. Nous avons toujours une filière qui est en totale mouvance permanente, ce qui est terriblement difficile, que ce soit pour la filière elle-même et que ce soit aussi et surtout pour les porteurs de projets qui doivent investir, prendre des engagements financiers lourds sur du long terme. Donc on se doit d'être le plus informatif possible, le plus factuel possible et de ne pas engager les porteurs de projets dans des impasses ou sur des chemins trop chaotiques. Donc ça, c'est quand même l'essentiel. Juste pour conclure, ce qui serait intéressant, et c'est un petit peu le but du cluster, c'est d'essayer de travailler après plus ensemble. C'est la création de groupes de travail, que ce soit sur la concertation. Pour le club BioGNV, ça s'est fait, c'est déjà bien et ça fonctionne. Je crois qu'on doit le faire sur la concertation sociétale et sur le travail de préparation des territoires sur cette acceptation, puisqu'on voit que tous les projets, qu'ils soient méthanisation ou autres, de toute façon ENR ou autres, ça va au cas de voie, ça va à la zone du Carnet, enfin, etc. Je ne vais pas les citer, dans notre région, c'est un peu une Mistral après-vert. Donc on a énormément de travail et il faut absolument se remettre en question de ce côté-là. Et également sur le travail du retour au sol et peut-être plus échanger avec une partie du monde agricole et syndical qui, des fois, a une certaine réticence
à basculer des fluents au digestat. On doit travailler ensemble, on doit mettre le curseur au bon endroit, explorer les voies d'énergie future et de niche qui sont certainement des fois de terriblement bonnes idées, qui peuvent être aussi des fois des fausses bonnes idées. Soyons le plus factuel possible et objectiver tout ça. Donc ce sera je pense qu'en 2021, on a un sacré pain sur la planche pour arriver à tout ça et progresser ensemble. Moi, je tenais à remercier tous les intervenants et maintenir ce forum en semi-dématérialisé n'a pas été facile, mais nous y avons parvenu grâce à Michael Thomas, à Arnaud et à l'équipe en régie. Je salue bien bas tout le monde et merci encore. Je vous souhaite un très beau week-end.